Vendredi 31 octobre, joyeux Halloween. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie que je reçois certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Il est aussi notre collaborateur du lundi dans les retours des différents Grands Prix lorsqu'on a des week-ends de course. Kevin Fontaine, comment vas-tu? Ça va super bien, Martin. Messieurs, très content d'être avec vous pour encore parler de Formule 1. C'est toujours très agréable. De l'autre côté, eh bien, on fallait qu'on l'invite. On n'a pas toujours la chance de lui parler. Puis en plus, avec les derniers Grands Prix qu'on a eus, c'est une couple de fois au cours de la saison. Je me dis, il faudrait qu'on trouve un moment pour avoir Pascal Loyer-Durand, qui est un signaleur ici au Grand Prix du Canada, mais aussi au Grand Prix de Miami. Il est un membre professionnel de l'ASRQ. Donc, comment ça va, Pascal Loyer-Durand? Ah, ça va bien. Je suis bien content d'être là. Première fois avec Simon et Kevin, fait qu'on va avoir du fun, sure. Ah, la dernière fois, c'était avec Kevin, avec Avec Jean-Christophe, JC, ouais. JC. Ah, ben c'est le fun, tu as la chance de faire le tour de l'équipe du F1 Ben Podcast. oui, ben oui, ben oui. Ah ouais, ben c'est bien le fun. Content de te revoir, Pascal. Ben, c'est ça que je dis avec le Grand Prix qu'on a eu en fin de semaine. Il y a des sujets, c'est sûr, des questions qu'on se demande. T'as pas tous les réponses, bien sûr, t'étais pas là. Mais des fois, savoir, c'est juste sans savoir qui blâmer, mais savoir c'est quoi les procédures, c'est quoi qui aurait dû être Ouais, fait, je puis peux tout ça. essayer de donner mon avis du mieux que je peux. Ah, je suis persuadé que tu es capable. Et de l'autre côté, ben, ça en a un autre qui est capable de donner son avis sur plusieurs sujets. Les auditeurs du F1 Podcast sont de plus en plus habitués de le lire, mais aussi de l'entendre lors de nos différents épisodes. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachin, re-bienvenue au F1 Podcast. Bonjour tout le monde, grand plaisir d'être avec vous. Good. Les gars, avant qu'on se lance dans tous les différents sujets, je voulais prendre le temps de rappeler que le F1 Podcast, qui est une présentation de Décor Incorporé, une entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers, que si vous voulez vous en construire une ou faire affaire avec des professionnels, ils vont être capables de vous aider. De Laval à Tremblant, ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et parlant de humain et sur mesure, eh bien, l'entreprise Sharp, une entreprise internationale qui se concentre aussi dans le domaine du HVAC. Eh bien, leur distributeur au Québec ici, c'est Norwa à CVC qui vont vous offrir un service 5 étoiles. Et en choisissant Sharp, ben, vous allez avoir accès aux meilleures subventions du gouvernement et aussi à une économie directe sur vos factures d'électricité. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous, messieurs, aujourd'hui, j'en parlais il y a quelques secondes à peine avec Pascal Loyer-Durand, signaleur au Grand Prix du Canada. De la manière que ça fonctionne, bien sûr, les signaleurs n'ont pas nécessairement de décision à prendre. Ils sont à la merci du directeur de course de la FIA de qu'est-ce qui doit se passer. Lors du dernier week-end avec Kevin, on faisait le retour sur le Grand Prix, puis avec l'horaire quand la F1 est en Amérique, bien nous autres, ça change un peu notre routine au F1 Podcast, puisque normalement, on prend un peu plus de temps avant d'enregistrer les épisodes, question d'avoir toutes les informations, tout ce qui s'est passé. Ça va vite un week-end de course, ça va vite une course. Des fois, il y a plein d'informations qui sortent, puis on a le temps d'analyser ça, puis de vous donner un bon compte rendu. Là, on est forcé de faire ça un peu plus rapidement, donc on n'avait pas toutes les informations sur certains sujets. Donc, la voiture virtuelle qui a suscité beaucoup de controverses, mais aussi il est allé chercher beaucoup de clics, ce qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux. C'est ces signaleurs qui se sont retrouvés pratiquement en face à face avec la voiture de Liam Lawson. Bien entendu, c'est pas le genre de situation qui est supposé d'arriver. On a des protocoles, on a des processus qui sont implantés justement pour que ce genre de situation-là n'arrive pas. Oui, oui, la course automobile, c'est intéressant, mais l'important, c'est toujours de le faire en sécurité. On veut protéger les athlètes, mais on veut aussi protéger ces bénévoles professionnels-là. C'est Pascal Loyer-Durand à travers le monde qui... Là-bas, c'est plus des Pasquale. Oui, oui, là, t'as raison. C'est ça, c'est des Pasquales. Pendant les prochains week-ends, c'est des Pasqualés, ce n'est pas des Pascal. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vais commencer avec toi, bien sûr, parce que tu es le mieux placé pour nous le dire. Tu t'es jamais retrouvé, on va toucher du bois, tu t'es jamais retrouvé face à face avec une F1. Je sais que tu les aimes bien, mais de les voir de si près quand ils s'en viennent à toute vitesse, je pense pas que c'est quelque chose que tu souhaites nécessairement, quoique tu es un peu tordu ses côtés des fois, là, mais euh, j'ai déjà vu des vieux vidéos dans le passé. Mais Ouais. Pascal,
Ça pour dire, je sais que tu as réagi, tu l'as partagé sur les réseaux. À première vue, sans blâmer personne, ce genre de situation-là, parce que là, j'entendais les organisateurs qui mettaient la faute un peu sur Liam Lawson, qui n'a pas nécessairement respecté le double jaune qu'il y avait en place, qui s'en venait vite, qui a conduite un peu erratique. On se pointe un peu, tout le monde se pointe un peu du doigt. Toi, à première vue, là, tu vas prêcher pour ta paroisse peut-être, mais tu penses que c'est la faute à qui, tout ça? Honnêtement, on dirait que c'est la faute à un peu plein de monde, Ouais. sauf Liam Lawson. Je comprends pas pourquoi que les autres ont blâmé Liam. C'est bizarre, ouais. C'est un double jaune, je comprends, tu lèves le pied un peu, mais ça reste une course, il n'y a pas d'indication de toute sécurité, quoi que ce soit, fait qu'il n'y a pas d'affaire à lâcher l'angle. Puis, dans le fond, les signaleurs, quand, mettons, qu'il y aurait un morceau comme ça à aller chercher, habituellement, on attend, à moins que ce soit un gros morceau, là, si c'est dans la ligne de course. Sinon, on attend qu'il y ait justement un jaune ou un quelque part, ou une autosécurité ou un rouge pour avoir un gap. Dans le fond, le gap, ça se trouve à être, mettons, entre la voiture qui passe en avant de toi et la prochaine voiture, on va dire, mettons, tu as un gap de 10 secondes. Mhm. Ben, si t'as un petit gap, tu iras pas. Mais eux autres, ils ont comme vu la dernière voiture passer, ils se sont dit, on a un gros gap, mais ils n'ont pas pensé à Lawson qui était dans les puits. Fait que quand ils ont sorti des puits, ils ont fait comme, ah shit, shit, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils ont comme eu le go d'aller chercher des morceaux qui étaient dans le gazon ou l'autre bord de la piste, qui auraient pu rester toute la course là. Fait que je comprends pas le but d'avoir donné le go à ces gars-là. Mais honnêtement, je sais comme pas qui blâmer. Parce que c'est sûr que ces deux gars-là, je pense pas qu'ils ont pris l'initiative personnelle de dire je vais aller chercher un morceau l'autre Non. bord de la piste dans le gazon. La première affaire qu'on t'apprend, c'est de pas traverser une piste. Fait que honnêtement, c'est très nébuleux, mais c'est sûr que c'est pas de la faute à Lawson, ça. Je comprends même pas. On dirait que l'Automobile Club de Mexique, on essayé de se défendre en disant ah, on a mis des drapeaux, il ne doit pas respecter, c'est lui, mais c'est zéro lui, hein. Puis j'ai même vu après ça les organisateurs du Grand Prix du Mexique qui ont pris la peine de dire que l'Association automobile du Mexique ne représente pas le comité organisateur. Tu sais, on dirait que on veut se blâmer, mais on veut pas prendre non plus. On pointe du doigt, mais on veut pas être celui qui pointe l'autre du doigt. On veut pas. En tout cas, on a comme tenté de se dissocier. Donc c'est ça. Tout le monde essaie un peu de s'en sortir, mais il y a une chose est certaine, c'est que ça n'aurait pas dû arriver. Si on s'entend là-dessus, Non, ça, Pascal, c'est sûr que non, mais non. ça n'aurait pas Tu dû peux pas. arriver. Puis je pense que ta lecture est la plus proche de. On n'a pas tous les détails, comme on dit, le rapport n'est pas sorti, mais je pense que c'est le plus près de la réalité. C'est la perception que j'ai eue. Moi aussi, je dis, ah, le peloton, c'est en début d'épreuve, là, c'est au tour numéro 3, donc le peloton est quand même regroupé. Mhm. C'est pas comme en plein milieu de course où ce que ça prend un certain temps pour la voiture de sécurité pour les regrouper. Là, il y avait déjà un peloton. Donc, ils se sont dit, OK, ils sont de l'autre côté du circuit. Comme tu dis, on a cette ouverture-là pour envoyer nos gens en piste de façon sécuritaire, sauf qu'on a complètement oublié Lawson. Je pense que c'est ce qu'on essaie de rattraper un peu. On dit, oh non, on n'a pas oublié Lawson, on était au courant qu'il était là. Ben, si vous étiez au courant qu'il était là, d'abord, il y a un autre. Il y Ben, a un autre. pourquoi l'envoyer le monde en piste si t'es au courant? C'est ça. Ben, si, mettons, Ouais. si on oublie Lawson dans l'équation, là, on n'aurait jamais entendu parler de ça parce que Ben il non. y avait le gap en masse d'aller chercher le morceau, mais Puis je- même si c'est un petit tour au Mexique, là, ils ont du temps, ça ils ont du prend 10 temps, c'est secondes. ça. C'est pas long, là. Exactement. C'est ça. Puis en Quand plus, il est sur la piste, pas dans le mhm. gazon, c'est une autre affaire, je comprends pas. Puis moi, ce que j'ai pas compris, c'est que s'il n'a pas respecté le double jaune, Liam Lawson, il devrait avoir une pénalité qui suit. Puis il Ben, n'y en a sur pas sa eu. licence, moi, c'est ça. C'est ça. Il n'y en a pas eu. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mal compris Ah, je ça- trouve ça bizarre, comment ils Ouais. gèrent ça, là. L'autre situation, Pascal, je sais que ça relève pas de vous. C'est les voitures de sécurité virtuelle. Bien sûr, c'est pas les signaleurs qui décident quand est-ce qu'il faut appeler ça. Vous subissez ou des fois, justement, pour vous aider à faire votre travail, ben là, à ce moment-là, on va justement vous donner cet outil-là qui a été mis en place malheureusement après l'accident mortel de Jules Bianchi. Mhm. Ça a été utilisé, disons que ça a été controversé au début. Finalement, il y a eu des explications qui sont venues par la suite. Puis je me demandais, toi, si tu étais familier avec cette procédure-là du fait qu'il y avait de la fumée qui s'évacuait de la voiture de Carlos Sainz. Puis à ce moment-là, bien, on peut pas juste laisser la voiture là, il faut se dépêcher à aller la récupérer. Puis là, il y a tout un protocole qui s'ensuit. Donc, c'est ce que la FIA a utilisé dans son communiqué pour expliquer la situation sur pourquoi, en fin d'épreuve comme ça, on a appelé une voiture de sécurité virtuelle à un moment où ce qu'on pense qu'on aurait peut-être pu éviter ça. Puis de l'autre côté, ben, on avait raison d'être fâché parce qu'on a été privé un peu d'un spectacle, sauf que comme moi je le dis toujours, la priorité, c'est la sécurité des gens. Ce qui m'avait fâché un petit peu après la course, c'est que je trouvais pas qu'il y avait des gens qui avaient été nécessairement en danger, donc je voyais pas la raison ou qui venait justement justifier cette voiture de sécurité-là. Toi, de ton côté, as-tu eu le temps de voir un peu ça? Tu comprends-tu la situation? Qu'est-ce qui est arrivé un peu mieux avec le recul? Ou tu penses encore que ça a été mal géré un petit peu? Ben, mon avis personnel, puis encore là, c'est vraiment mon avis, c'est pas, Ouais.
Moi, je trouve que l'auto, elle n'aurait pas dû sortir. À la limite, tu mets un jaune ou un jaune fixe, pas comme quoi qu'il y a quelque chose dans ce coin-là. Mais Sainz, on l'a même pas vu à la TV, c'était quoi? On n'a jamais vu à la TV, c'était quoi dans le fond? On l'a vu par Mhm. après sur les réseaux que c'était Sainz qui avait tapé le mur puis qui s'était rendu dans un échappatoire. Il était comme à moitié rentré, mais à mon avis, c'était entièrement sécuritaire. Il n'y avait pas de danger. Puis une Formule 1 qui fait de la boucane quand ça arrête, ça fait tout le temps ça. C'est normal, ça fait ça. C'est la chaleur, les résidus, c'est tout le temps normal. Fait que tu restes à côté avec l'instincteur, comme j'ai fait à Miami avec Dwayne. Mais tu sais, à mon avis, l'auto elle aurait pu rester là un tour et demi sans qu'il arrive à rien. Je suis persuadé, ça a été. Le câble a été lâché trop vite pour l'auto virtuelle, à mon avis. Eux, ils voient pas l'auto. Donc, si un signaleur dit voiture en feu, eux Ah, autres, ben les ils commissaires, ils la répondent. voient, l'auto. C'est Ah, sûr qu'ils la voient. Ah, il y a ils ont des assez de caméras, il y a à peu caméras. près 60 000 caméras sur un site de course. Fait qu'il, tellement que le matin, dans nos meetings, en joke, il nous dit si vous fouillez dans le nez, on vous voit. OK, fait Fait qu'ils que- ils ont des caméras pas juste pour ah, l'action en partout. Non, non, piste, non, ils ont partout, des partout, caméras pour partout. vous autres aussi, là, pour vous voir, vous Ouais, autres mais aussi. je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, à Montréal, justement, les caméras étaient down. Fait qu'ils n'avaient pas pu Oui. faire le. Mais c'est ces caméras-là, justement. C'était pas la caméra télé, c'est ces caméras-là. Fait que nous autres, ils faisaient des tests. Il y avait comme un délai de 6 secondes, si je me trompe pas, entre ce qu'ils voyaient et ce qui se passait. Fait que ça aurait pu être dangereux parce que, mettons, qu'ils voyaient pas qu'il y a une auto dans le mur. 6 secondes après, il est dans le mur, il est trop tard pour coller le rouge. Ah, je comprends. Ils se fient pas juste à vos communications Non, 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 radio. non, 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 OK, non, non, non. ils ont du visuel aussi. Donc, parfois, Oh, oui. peuvent même dépêcher un rouge avant que la communication ait été donnée, là. Dans le fond, Ouais. ils ont plusieurs façons de se protéger. Donc, OK, Fait fait que qu'il ça, l'avait vu l'auto. Fait que je comprends pas le. Tu sais, il ouais. était pas en zone d'impact. Tu sais, il était comme reculé. Tu sais, ça leur est resté dans le mur où ce qui a frappé. Là, je suis d'accord, ça vaut même une auto de sécurité. Mais là, il s'était comme rangé dans l'échappatoire. Je suis comme, ah, à mon avis, ça aurait pu finir sur un jaune fixe, mettons, au Ben, minimum. moi, ce que je trouve que ça soulève une question, c'est que si au début, on a envoyé des gens, puis on se sentait en sécurité avec un double jaune pour la situation de Lawson, je comprends pas pourquoi que là, tout d'un coup, on se sentait Ben, ça, pas en d'après moi, c'est l'histoire du gap, là, parce qu'il n'y avait plus de gap rendu là. On s'entend à sécurité. la fin, là. Non, mais ouais, pour envoyer quelqu'un, ils voulaient pas Ouais. envoyer quelqu'un avec le double jaune, il n'y en avait pas assez, c'est ça qu'ils Mais ont voulu je trouve profiter. que c'est En tout cas, bizarre, là. ouais. Parce qu'ils ont pris une décision, puis je comprends que c'est sur un tour, là, ça a paru gros parce que ça arrive au 71e, puis au 72e, la course est finie. Donc, il y avait beaucoup de décisions rapides à prendre. En Mhm. tout cas, je suis content au moins c'est le fun d'avoir la version des gens de l'interne, tu sais, puis t'étais pas là pour blâmer quelqu'un, puis je voulais pas te mettre dans le trouble non plus, mais de voir votre procédure à vous, comment ça fonctionne, puis à ce moment-là, qu'est-ce qui a pu arriver, tu sais, fait que dans le fond, les communications de la FIA, les explications, c'est une fois qu'ils sont bien fournies, mais c'est sûr qu'après la course, sur le fait, je comprends qu'il y a énormément de gens qui étaient émotifs avec ce qu'on Ah, vient de ben, moi, j'étais fâché parce qu'on a eu voir. deux belles batailles. On a été privé de deux belles batailles, là. Non, exactement. Puis vous autres, les gars, je commence avec toi, Simon. Tu été fâché de cette fin-là. À la base, tu sais, je sais que t'es la même affaire que moi, là, la sécurité, c'est ce qui prône, mais le spectacle, c'est toujours intéressant aussi. Puis as-tu eu l'impression qu'on s'était fait voler quelque chose au début? Ah, c'est sûr qu'on nous a volé une partie du spectacle, surtout qu'il y avait eu tellement un crescendo avec les deux pilotes qui revenaient, puis là, il allait avoir une ou deux occasions pour essayer un dépassement. Et là, juste quand c'est le moment, surtout pour Verstappen qui était rendu juste derrière Leclerc, bang, on arrête. Par contre, il faut que je dise que j'ai pas été surpris, compte tenu de ce que tu viens d'expliquer. C'est la tangente depuis 10-12 ans en Formule 1. La sécurité prime avant tout. Alors, dans cette optique-là, je, je l'ai compris, là. Ça ne veut pas dire que c'était le fun, que c'était une bonne fin de course, mais j'ai compris le pourquoi. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la réaction de Verstappen là-dessus après la course, puis dans les jours suivants, là, il était très philosophe. C'était génial de sa part. Mais c'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir cette fin de course-là avec les batailles pour gagner des positions. Puis je me suis posé une question. Si ça avait été la dernière course de la saison pour décider le championnat, est-ce qu'il l'aurait fait, cette voiture de sécurité virtuelle-là? Puis je suis pas sûr de la réponse. Hmm. Mais écoute, Simon, tu touches le doigt exactement sur les conversations que j'ai eues au cours de la semaine. C'est que ça réveille encore une situation de 2021 où ce qu'on n'a pas réglé un problème de Exact. dire est-ce qu'on termine un championnat sur une voiture de sécurité? Si c'est correct de terminer la ronde 20 sous voiture de sécurité ou pas loin, si c'est correct de terminer le Grand Prix du Canada parce qu'on l'a fait cette année sous voiture de sécurité. Est-ce que c'est correct de terminer à Abu Dhabi dans une course à trois avec une neutralisation comme ça? Ah, je pense encore que non, c'est pas correct de le faire. Le livre de règlement dit autrement, là, parce que ça n'a pas été corrigé. Euh, mais si on a vu la course en fin de semaine qui a suscité autant de réactions, j'ose pas voir, là, comme tu fais bien de l'amener, Simon, si c'est la dernière course de l'année, ça serait tout un scandale. J'ai aimé, comme tu as mentionné, même chose.
Verstappen, tout de suite après la course, a dit Ah ah, la oui. voiture de sécurité tombe de ton côté, des fois elle tombe pas de ton bord, elle fait partie de la course. Je pense que c'est rationnel, surtout avec ce qui est arrivé dans le passé dans sa carrière. Donc c'est sûr qu'il peut pas être contre ça. Il doit vraiment être bon joueur. En même temps, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment vu la situation? Pourquoi il y a eu la voiture de sécurité? Peut-être qu'il va changer d'avis après. Mais à la base, fondamentalement, je pense que c'était la bonne réponse à donner, ce qu'il a dit. Parce que oui, les voitures de sécurité font partie de la course automobile. Et autant qu'il arrive qu'il soit opportun ou pas, on doit vivre avec. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été changé. Puis c'est ça. Il va falloir vivre au moins comme ça jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'il y ait un ajustement de dernière minute, mais ça risque pas d'arriver. Euh, pour aujourd'hui, avec le concept, Kevin est avec nous autres aussi. Et Kevin s'est déjà prononcé sur ce sujet-là lundi, fait que je ne veux pas nécessairement le faire répéter. Mais j'ai décidé de vous emmener ailleurs dans nos différents sujets qu'on a. Tu sais, on va parler, comme d'habitude, de la formule, les sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais je vous ai envoyé un questionnaire dans la préparation pour l'épisode. Je trouvais ça intéressant d'avoir votre pouls sur certains sujets. Donc, tout au long de l'épisode, je vais ramener ces questions-là que je vous ai demandées, que vous avez répondu par d'accord ou pas d'accord. Les auditeurs vont avoir la chance de découvrir vos réponses, vont sûrement aussi avoir leur propre opinion. Puis on va être capable aussi de voir qui a pris quel côté de la tarte. Donc, la première question que je vous avais demandé, c'était par rapport en suivi justement au week-end de course à Mexico. Et je vous demande d'accord, pas d'accord, il y aurait dû y avoir plus de pénalités. Donc, par exemple, on sait que Leclerc, il y en a certains qui pensaient qu'il aurait dû être pénalisé. Verstappen aussi croyait qu'il y en a certains qui croyaient qu'il aurait dû être pénalisé. Ça a donné droit à des commentaires, dit ah, des laissés-passer, il n'y a pas de transparence. Lewis Hamilton aussi est allé dans ce sens-là en disant que il était victime de double standard, qu'on avait laissé passer des choses, mais que lui, on lui en laissait pas passer. Donc, comme quoi qu'il était un peu victime à travers tout ça. Kevin, je t'ai posé la question s'il aurait dû avoir plus de pénalités au Grand Prix du Mexique et tu as répondu que tu n'étais pas d'accord avec ça. Pour toi, les décisions qui ont été rendues ont été les bonnes. Il n'y aurait pas dû avoir des pénalités qui auraient dû s'ajouter à d'autres pilotes. Ben, écoute, Martin, pour moi, surtout dans le cas du premier tour au premier virage, on sait que c'est toujours assez compliqué, c'est toujours à savoir qui cherche à passer devant l'autre, là. Pour moi aussi, on en avait parlé ensemble, toi et moi, là, sur le retour du Grand Prix de Mexico. Verstappen avait redonné là, les positions. Donc, ça, là-dessus, on s'était mis d'accord que de l'autre côté, il n'y avait pas trop de problématiques là-dessus d'avoir une pénalité et tout. Du côté de Leclerc, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, je pense que vu qu'on va être un petit peu plus clément là-dessus, vu que c'était le premier tour et tout, je pense toutefois qu'il aurait pu prendre la trajectoire de plus et non coupé par le gazon. Mais je trouve que en cas de premier virage comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile, là, surtout après une grande ligne droite comme ça. Là, on est habitué, souvent les accidents au premier tour et tout, lorsqu'il y a des courts-circuits du premier virage, on pèse toujours dans la balance, bon, OK, c'est le premier virage, c'est le premier tour. Donc, on est moins sévère là-dessus, disons-le. Mais si j'avais un à blâmer un petit peu plus que l'autre, je mettrais peut-être un point d'exclamation du côté de Leclerc que du côté de Max. Moi, j'étais d'accord avec toi sur cet énoncé-là. Je pense que on a bien regardé chaque petit détail de règlement. Bien sûr, c'est toujours place à interprétation. Mhm, À certains endroits, je suis d'accord là, que la ligne était mince. Là, dans le cas de mhm, Leclerc, Leclerc a abandonné un petit peu vite. Il y a quand même eu un contact aussi entre Verstappen et Hamilton au moment mhm. où ils ont tenté le premier dépassement. Est-ce que ce contact-là, on le tolère? Est-ce que Verstappen est en contrôle de sa voiture? Il visait le point de corde, il a gagné le point de corde. Donc, à ce moment-là, on est allé un peu avec le code de conduite qui dit quand tu gagnes le point de corde, tu gagnes des pouvoirs sur ton adversaire, tu gagnes beaucoup de droits. Fait qu'à ce moment-là, moi, je trouvais qu'il y avait eu une forme de transparence. Il n'y avait pas de point d'interrogation si on suit les décisions qu'on avait prises à Mhm. certains endroits au cours de la saison, que le point de corde est bien important, intérieur, extérieur, l'alignement des rétroviseurs. Ça fait beaucoup de choses à regarder à la maison en mode rapide, mais quand on a le temps de regarder les reprises après ça au ralenti, on se dit, ouais, si on applique le règlement comme ça, je le comprends plus. Mais oui, il y avait un bémol au côté de Leclerc. Puis je pense malheureusement, comme on avait mentionné dans l'épisode de lundi, le fait que c'est intra-équipe, qu'il n'y a pas eu de plainte, Mhm. que Ouais. Ferrari, bien sûr, n'a pas dénoncé du côté d'Hamilton, on n'a pas dénoncé Leclerc et tout ça. Ça l'a sûrement, ça devrait pas, mais on forcé d'admettre que plus souvent qu'autrement, on a l'air de fonctionner comme ça du côté de la FIA. De ton bord, toi, Simon, à cette question-là, toi, tu trouvais qu'il y aurait dû
avoir plus de pénalités au Mexique, mais tu avais quand même un bémol. Donc, j'imagine, toi, pour toi aussi, c'est l'interprétation peut-être langue ou quoi que ce soit. Mais tu trouves que s'il y avait eu plus de pénalités au Mexique, ça aurait peut-être été plus juste ou plus transparent avec le code de règlement. En fait, mon bémol, c'est j'aimerais bien mieux qu'au lieu de décerner des pénalités, que ce soit coûteux de se retrouver à l'extérieur de la piste puis que tu perdes des positions. Mhm. Autrement dit, je voudrais qu'on fasse un peu comme au circuit Gilles Villeneuve. Si tu te ramasses tout droit, là, c'est de l'asphalte, puis là, tu es obligé de tellement freiner pour aller chercher après le S de Senna que tout le monde te dépasse à la relance. Verstappen qui arrive, excusez-moi, ben trop vite, il freine, puis là, il décide qu'il freine plus, puis il passe dans le gazon, puis là, il arrive, il reprend la piste, puis écoute, il n'a pas perdu de position. À mon avis, sportivement, il aurait dû perdre 4 ou 5 positions minimum. Il faut que ce soit un geste coûteux de se retrouver hors piste. Tu ne peux pas revenir au même point. Alors, je préférais bien mieux ça que de décerner des 5 secondes puis des 10 secondes après coup puis de dire à des pilotes, redonne-leur la position. Tu sais, je voudrais juste qu'on. En fait, c'est un respect de la piste. Puis en plus, si tu regardes Mexico, le premier virage, originalement, il ressemble beaucoup à Monza, la grande courbe qui permet de prendre la vitesse. Alors là, on a mis un S. Pourquoi on a mis un S? C'est parce qu'il faut que les pilotes diminuent la vitesse. Là, ce qui va arriver, si personne ne le respecte ou si on ne sévit pas assez, c'est que l'année prochaine, ils vont être 12 à continuer tout droit. Là, on court à la catastrophe. Donc, moi, personnellement, une belle trappe de sable, je pense que ça aurait fait Mhm. la job. Tu nommes Monza. Monza, où on met cette espèce de zigzag-là, là. Oui, le C'est ça. zigzag, puis après, tu as une grande courbe là, tu sais, qui C'est tourne. C'était ça. ça, Mexico avant. Ça, c'est assez pour te dissuader aussi parce que tu vas perdre énormément de temps. Là, Effectivement. comme tu dis, la directive de course, encore là, on fonctionne. Je comprends, il y a le côté opinion que Simon apporte, puis le côté règlement. Le côté règlement, Verstappen, il a bien regagné la piste ou ce qu'on lui Oui. demande dans la directive de course, puis il a redonné la position. Mais comme toi, tu dis, c'est correct. Même si ça a été respecté, t'aimerais ça que ça soit plus sévère ou que ça change. Lui, même quand même, tu sais, on donne trop d'outils aux pilotes, dans le fond. C'est ça que tu trouves Ben, en puis fait, c'est qu'on un peu permet à qu'est-ce des que George pilotes de ne Russell a pas mentionné. respecter le circuit. Oui, Mhm. George Russell a dit ça, puis Alonso, il a dit, moi, l'année prochaine, je continue tout droit, là, advienne que pourra. Ouais. À un moment donné, si vous avez fait un virage en S pour ralentir les voitures, ben, tu sais, faudrait que vous trouviez un moyen de faire respecter ce virage-là. Personnellement, je pense que si juste Verstappen s'était retrouvé dans le gazon, puis là, il est obligé de ralentir, puis il essaie de revenir, puis là, il est tellement lent que 5, 6 voitures passent devant, tu sais, ça serait bien moins dangereux. Là, il est revenu, il est allé très large, il est revenu à peu près au même point, il a redonné des positions, il a trouvé le moyen de se dépêtrer là-dedans, puis il était très bon. C'est juste que, tu sais, tu respectes pas l'intégralité de ta piste, puis je trouve qu'à quelque part, pourquoi tu as fait des changements, pourquoi tu as mis un S si personne on est capable de ne pas le respecter. Mhm. Puis Je préférerais qu'on respecte la piste. surtout qu'on enforce les limites de piste en qualification. On l'a Ben dit. oui, c'est ça, tu sais, Mhm. Nando qui dépasse d'1 millimètre, là, on est là, ah, pas de tour, ou tu sais, on va te donner Mhm. une pénalité, puis là, les pilotes, ils prennent large comme c'est pas possible, puis là, on donne pas de pénalité, ça marche pas, là. Non, ça, je suis d'accord qu'à ce moment-là, même si on a respecté le livre de règlement, il y a peut-être un manque de constance dans ce qui est écrit. On peut pas dire le samedi, le plus important, c'est les limites de piste, puis arriver au premier tour dans la course, puis dire les limites de piste, bon, t'as le droit à 4, là, t'as le droit à Puis là, tu 3, à sais, 4, on va te c'est donner une tellement le pénalité. free-for-all que les officiels disent, hey, c'est trop compliqué, moi, je passe par-dessus ça, puis on fait comme si c'était rien passé. Ouais, C'est pas ça non plus, ouais, là. parce que c'est le premier. Mais c'est drôle parce que George Russell, on le sait, hein, connaît bien le livre de règlement, puis dans Ouais. son auto, il est vite à dire quasiment un règlement 3.4, 26, il a pas fait ci, il a pas fait ci. Puis c'est correct, ils ont tous ce réflexe-là. Euh, Sauf que Russell, j'ai trouvé par le passé que c'était une stratégie qui prenait beaucoup. D'arriver au départ avec beaucoup, beaucoup de vitesse, ça fonctionnait pas. Il prenait la sortie de secours, puis après ça, ben, il regagnait la piste, puis tout ça. Puis j'ai été surpris, il était très, très fâché que là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait son tour. Je suis pas capable de mettre peut-être Kevin de mémoire, tu es capable de t'en rappeler, mais il y avait une séquence, je sais pas pourquoi j'ai Autriche dans la tête, mais ça fit pas avec Il me semble que c'est en Espagne que tu parles. Ouais, qui avait court-circuité, Oui, puis il avait dépassé deux exact. Haas au départ. Ouais, En à Espagne. Barcelone, ouais. À Barcelone, tu sais, Ouais. c'est en Espagne. Pourquoi Autriche, le parcours, le tracé, ça allait pas avec ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est ça. Il avait complètement dépassé deux As, puis il n'y avait pas eu de pénalité. Puis je me rappelle dans le podcast, j'avais dit, ça, je la comprends pas, cette stratégie-là, de dire, je m'en vais, puis à ce moment-là, il avait fait pire parce qu'il avait pas remis les positions. Puis là, écoute, dépasses deux voitures à l'extérieur de la piste, puis c'est pas grave. Mais au moins, c'est pas ça qu'on a vu en fin de semaine. Mais oui, c'est une stratégie là, de dire, t'avortes très très vite ton virage, puis tu te sauves par là. Hamilton, pour moi, je trouve qu'il y a juste lui à blâmer. C'est le bout que
t'es à zéro, là, vous êtes tous d'accord, les gars, je pense pas qu'on va s'obstiner. Si tu te bats contre une autre voiture, vous êtes à zéro en écart, là, sur la piste, là. Vous êtes pas loin, en tout cas. Vous êtes un à côté de l'autre. Puis là, après ça, l'autre, il traverse. Il décide qu'il prend pas le virage. Tout d'un coup, il gagne 5 secondes d'avance. Il se met ça en poche, puis il n'y a rien qui cloche. Autant pour Ricardo Adami, son ingénieur, que pour lui, c'est pas grave. Je me battais avec quelqu'un, puis tout d'un coup, je suis rendu complètement en avant du peloton. J'ai 5 secondes d'avance. Mais c'est comme ça que ça se passe au Mexique. En un virage, un coup de volant, tu peux gagner 5 secondes, puis c'est légal. Ça, j'ai trouvé qu'il poussait un peu loin. Ton côté, Pascal, c'est là que t'as accroché, toi. Toi, tu trouves que l'échange Hamilton-Verstappen, il y a un boost que on aurait dû donner quelque chose à Verstappen pour il a été trop incisif sur son dépassement où il y a eu le contact avec la Ferrari de Lewis, là. Ben oui, à mon avis, je presse pas pour ma parole parce que je suis un grand fan de Verstappen, là. Non. Fait que, ah oui. Fait que là, quand que j'ai vu le contact, j'ai dit, il doit avoir 5 secondes pour contact. Puis la pénalité à Hamilton est justifiée. Le chemin, moi-même, je l'aurais pas pris, le petit chemin simple. Ça, tu peux passer en vélo, puis c'est à peu près tout, là. Oui. Mais quand il est rembarqué en piste, il aurait dû juste relâcher le gaz un peu, fermer le gap, puis continuer. Parce qu'il n'y a pas une Formule 1 qui passe dans ce chemin-là sans l'échapper, c'est impossible. Impossible. Non, puis ça, je comprends, il n'y a pas donné de pénalité non plus pour dire, parce qu'on aurait pu dire, ah, t'as pas regagné la Le piste petit au bon endroit. chemin, là. C'est ça, comme Verstappen le fait au bon endroit. Donc, à ce moment-là, on te donne une pénalité. Mais ça, on l'a pas fait. On est allé juste dire, t'as gagné un avantage, puis là, on peut plus, faut te l'enlever, cet avantage-là. Puis à cause que tu le conserves, tu roules 5 secondes de plus, on est obligé d'étirer le livre des règlements, puis t'en donner 10 pour essayer que ça soit égal. Parce que juste 5, c'était pas C'était pas assez, nécessairement, là. c'était pas assez, c'est ça. Mais Hein. ça a été une mauvaise gestion de la part de Ferrari, Ben, là. je comprends pas comment, tu sais, ils sont allumés. Ben, est-ce qu'ils sont allumés? On va dire vite, là, habituellement, là. Mais tu sais, tu le vois qu'il a gagné un avantage, attends pas, ça donnerait rien. Tu Non. réussiras jamais à gagner 10 secondes en gap, là. Non, Fait que puis c'est mieux de ralentir puis tu sais, ça va être fini, là. J'ai juste un petit bémol. ouais. Euh, ce qui était peut-être difficile pour lui, c'est que là, s'il aurait jamais il avait voulu redonner la position, puis je suis d'accord avec vous, je pense pas que c'était ça son intention. Mais là, c'était plus Verstappen, c'était rendu Berman qui Ouais. était Ouais. là. Fait que, tu sais, Ben, à sans qui redonner la pardonne, là? position, c'est juste redonner un petit peu de temps. Ouais, OK. Parce qu'au moins, Mais, ça aurait coûté 5 secondes de pénalité. Parce que moi, je suis persuadé que si, même s'il se met un 3 secondes en poche, la FIA, il aurait probablement donné 5. Parce que là, lui aussi, il a monté aux barricades parce qu'il y a eu 10. Mais tu as eu 10 parce que c'est des mathématiques. Ils ont essayé de recompenser ce que tu as pris. Si tu avais pris un peu moins, si tu avais triché un peu moins, ben peut-être que t'aurais été. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Puis tu sais, Simon, tu Mhm. parlais au début là, des pilotes qui ont gagné un avantage comme ça se peut pas. C'est moi ou Charles Leclerc, juste en évitant le petit Oui. crush, il s'est ramassé leader de la course, mais il était devant Norris Oui. aussi. Fait que, tu sais, quand on parle de. Tu dis que D'accord. il n'y avait pas vraiment de pénalité à la sortie quand tu coupais non plus, parce que même Charles Leclerc s'est ramassé, qui a été obligé de redonner une position. C'était vraiment chaotique comme départ, parce qu'on voyait des voitures qui étaient pas dans le bon ordre, puis là, ça se redonnait une mais position. ça a donné une Christy de belle Ouais, course, par c'est exemple. sûr. Ouais. Ben, Oui, oui. êtes-vous Oui, d'accord? Vite, vite, moi, de mémoire, c'est un des meilleurs Grands Prix du Mexique que j'ai. On a eu des très bons au Mexique, là. Mais vite, vite, comme ça, j'ai trouvé que c'était un des très bons qu'on a eu. Ah oui, c'est un des très, très Ouais. bons. Même de cette année, je t'avouerais que c'est dans mon top 3 là. Ouais, Ouais. C'est c'était bon. une belle course, c'était très stratégique. Je sais que Simon, il aime ça aussi. Puis en plus, ben, tu oui. avais de l'action Oui. en piste. Tu sais, c'est un circuit qui avait donné quasiment 100 dépassements en 2024. J'ai hâte de voir la statistique 2025, combien qu'on en a eu. J'ai l'impression qu'on a battu ça, là, qu'on est allé un peu plus loin que ça dans les Les statistiques. 6 premiers tours, on a battu ça. Ouais, déjà là, c'est vrai. C'est ça. Puis c'est un circuit, Non, c'est pas si évident que caricature, mais il y en a ça. eu beaucoup. Ouais, puis c'est pas si évident que ça de dépasser, donc chapeau au pilote parce que ça donne ça a donné du bon spectacle. En tout cas, on va régler ces dossiers-là, FIA, pis tout ça. Je pense que c'est pas mal, on a pas mal fait le tour, puis on va pouvoir passer à la course au titre parce qu'on en a toute une course au titre. Puis on est chanceux parce que on roule un peu les dés à chaque week-end. Il pourrait y arriver quelque chose. Je vais toucher du bois parce que je suis superstitieux, mais il pourrait y arriver quelque chose qui mette un peu fin à cette course à trois-là. En fin de semaine, on a eu tout le contraire. Ça a rajouté de l'huile sur le feu. Elle est plus vivante que jamais. Ceux qui font des paris de dire ça va se terminer au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, ben ils risquent d'avoir raison. Moi, je suis dans cette école de pensée-là que on va avoir besoin des 24 courses pour régler le championnat des pilotes cette année. C'est toujours ce qu'on espère, hein, avant même qu'une saison commence. Le scénario rêvé, Kevin, Mhm. t'écris des livres bientôt, là, tu te lances dans la romance, puis ces Mhm. affaires-là, ben
on le sait, hein, un spectacle, un scénario idéal de Formule 1, c'est que ça se règle à la toute fin. Dans un film de Formule 1, normalement, c'est le scénario. Je pense qu'on a en tête les scénaristes aussi de dire, ah, c'est comme ça que ça doit se terminer, puis on s'en va vers là. Donc, course au titre, Norris a pris l'avance de 1 point sur son coéquipier Oscar Piastri, ce que je trouve assez invraisemblable parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bien malin celui qui aurait prédit ça, un retour de Lando Norris dans ces situations-là. Et j'ai envie de vous demander, ben, vous vous êtes déjà prononcé sur la question, on va y aller avec vos réponses. Donc, d'accord ou pas d'accord, Lando Norris, là, avec cette avance d'1 point-là, est maintenant le favori pour remporter le titre des pilotes. Kevin, t'es d'accord avec ça, toi? Pour toi, Lando Norris, avec ce petit point-là, c'est maintenant lui là, qui est dans le siège du conducteur favori pour remporter le titre. Ben, écoute, Martin, je ne pensais pas dire ça cette année, mais finalement, pour le moment, oui. Oui, pourquoi? Parce que là, présentement, Lando Norris est en pleine confiance. Il est en pleine confiance parce qu'il a réussi à surmonter l'écart qu'il avait après le Grand Prix des Pays-Bas avec Oscar Piastri. Oui, il y a toujours Max Verstappen qui est en arrière et qu'il ne faut jamais compter pour battu. Ça, c'est sûr et certain. Pour Norris, par exemple, il a réussi à démontrer au fil des Grands Prix qu'il est capable de prendre la mesure de Piastri, qu'il est capable de le déranger. Parce que Norris, on s'en rappelle, messieurs, il a été dans cette bagarre-là avec Verstappen l'année passée. Ça ne s'est pas joué jusqu'au dernier Grand Prix, mais il a été dans cette bagarre-là. Donc, il a cette petite expérience-là, chose que Piastri n'a pas encore en Formule 1. Là, présentement, Lando Norris est dans une bonne dynamique. Et là, ce qu'il a réussi à accomplir au Mexique, j'appelle ça une masterclass, là. C'est vraiment super qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Et ça donne un boost de confiance. Ça donne un boost de confiance pour le pilote parce que, on le sait, Norris, c'est pas toujours facile. Il l'avoue lui-même. Parfois, par moments, c'est plus compliqué et tout. Mais là, ça lui donne l'avantage, oui, par 1 point. On sait que c'est pas énorme, mais ça lui donne l'avantage. Et pour le moment, là, il est dans le siège du conducteur, alors qu'on sait que Piastri a un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je dis que Lando Norris est le favori pour le moment. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Kevin, sur celle-là. Bon, bon, c'est pas grave. Puis, ça change rien, c'est rien de grave, mais je pense que l'échantillon est encore trop court. Le point, comme tu dis, il est trop petit. L'expérience, je Mhm, trouve que c'est un excellent point parce que oui, il est en territoire connu présentement, Lando mhm, Norris, et ça, mhm. c'est un gros avantage parce que sinon, il faudrait concéder cet avantage-là uniquement à Max Verstappen, puisque lui aussi, il a été impliqué dans cette course au titre-là. Pas juste avec Lando Norris, il y a déjà eu une course au titre en début de saison avec Charles Leclerc en 2022, mais Mhm. il en a eu toute une en 2021 avec Lewis Hamilton. Mais le côté qui me dérange, puis je vais te demander, peut-être que tu l'as sur le bout de tes doigts ou tu l'as pas, combien de fois dans sa carrière Lando Norris a remporté 2 épreuves consécutives? Ouh, c'est quand même Ouais, c'est assez assez pointu, mais complexe, ouais, assez j'ai pointu. l'impression, là, sur le bout des doigts comme ça, j'ai l'impression que c'est jamais arrivé. Puis je pense que on va avoir besoin d'un pilote qui remporte, qui part sur une séquence de victoires à un certain moment pour s'envoler avec le titre. Ça, Verstappen est capable de le faire. Il vient d'en compléter une série semblable à ça. Lando Norris, j'ai envie de prendre ton côté à toi puis de dire, hey Kevin, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il est trop tôt pour moi tu sais, pour me peinturer avec toi dans le sens que j'ai l'impression que si Lando, c'est encore un week-end difficile au Brésil puis qu'il l'échappe, ben, son côté favori vient de s'envoler. Puis c'est ça que j'ai envie de Ouais. voir. J'ai envie de voir Lando rebondir, même si c'est pas vraiment le cas, parce qu'il a gagné, mais dans le sens que construire une séquence de victoires, une séquence de Mhm. pilotes qui fait pas d'erreur, qui saisit les pôles positions, qui gagne les courses, une séquence de vrais champions du monde, là, ce que je lui reprochais qu'il n'y a pas. Moi, c'est ça qu'on dirait que ça va me prendre pour dire, puis aller de ton côté, puis dire, ah oui, là, maintenant, il est vraiment favori pour le titre. Donc, ça prouve un peu, là. Oscar Piastri traverse une période d'enfer, sa pire période en carrière en F1. C'est pas grand-chose. Lui, 4 Grands Prix, il y en a d'autres qui ont des séquences pas mal plus longues que ça. Euh, puis même là, je suis pas prêt à mettre Lando favori. Max Verstappen est à 36 points derrière, puis même là, je suis pas capable de donner à Lando. Tu sais, ça montre à quel point Ouais. que j'ai été peut-être un peu tu sais, égratigné de ce qu'il a fait ou whatever. J'étais un peu c'est ça, je suis un peu sceptique de ce que Lando Norris est capable de faire. Ton côté, Pascal, t'étais pas d'accord toi avec cette phrase-là. Donc contrairement à Kevin, t'étais pas d'accord avec le fait que c'est Lando Norris le favori présentement. Non, malgré qu'il a fait comme que Kevin a dit, il a fait une masterclass au Mexique, il n'aurait pas pu faire mieux. À mon avis, c'est plate à dire, mais au Brésil, ça va casser. Mhm. Comme tu dis, deux de suite, je pense que c'est jamais arrivé. On dirait quand ça Pascal, va. Pascal, juste comme ça, je viens de me souvenir, c'est Autriche et Grande-Bretagne cette année. Ah, il l'a Cette année, fait? c'est les deux victoires. Ah, Oui, il OK, l'a fait. parfait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait Il Ah, une l'a déjà fait. fois.
Ah, ben c'est bon, c'est ça. Ça, c'est déjà quelque chose de plus. Il l'a déjà accompli une fois, mais c'est pas coutume Non, c'est dans ça. son arsenal. Habituellement, mais donc, quand lui, ça va bien, on dirait que c'est là. Tu sais, quand ça commence à bien aller, on dirait que c'est là qu'il casse. Quand ça Oui. va mal, on dirait qu'il est comme moins de pression, il fait, bon, ça fera ce que ça fait, puis c'est là que, pang, ça marche. Mais Comme à mon. À Monaco, moi je trouvais qu'il avait été impérial, ça avait été un peu ça a été une masterclass aussi, c'est différent, c'est sûr parce que on peut pas vraiment se dépasser. Mais je pensais qu'il allait construire énormément de confiance après Monaco, puis ça n'a pas nécessairement été le cas non plus là. Ben, c'est ça, on dirait qu'il est comme pas capable d'enchaîner des bons résultats. Puis, je suis peut-être blasé un peu parce que je sais pas. Mais moi, d'après moi, ça va finir Piastri, Verstappen, Norris, à mon avis. Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit vendredi, avant OK? qu'on sache le résultat. Moi, pour moi, c'était sûr que Verstappen, dans l'étape qui est rendu, il va faire terminer deuxième. Lui, il s'en fout, là. Puis je pense qu'il y a bien des auditeurs que le chiffre passé le numéro un, 2, 3 pour eux autres, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête, puis Verstappen probablement 400. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui va terminer deuxième, que c'est sûr que ce sera pas un doublé McLaren au championnat. Ton côté, Simon, toi aussi, tu n'étais pas d'accord avec le fait que maintenant Lando Norris est favori, même malgré qu'il a pris l'avance au championnat puis qu'il a un point d'avance sur son adversaire Oscar Piastri. Ben, en ce moment, c'est ça, un point d'avance. Moi, je vois pas de favori en ce moment. Je sais même pas là, dans quelle direction ça va aller, puis c'est pour ça que c'est le fun, là. Mais tu sais, pendant toute la saison, j'ai pensé qu'Oscar Piastri, tu sais, il était tellement fort, tellement solide sur ses pattes. Puis là, oups, là, il commence à faiblir. Puis là, on commence à entendre comme quoi il se reconnaît moins dans la voiture. Puis là, c'est Lando qui se reconnaît un petit peu plus. Donc, il y a des meilleurs résultats. J'ai de la misère à croire, puis encore à assimiler que Piastri a été battu à toutes les courses par Norris depuis le fameux abandon à Zandvoort, là, quand Norris, son moteur avait cassé. Puis qu'à ce moment-là, je me souviens, on s'était parlé, et Martin. Puis on avait dit, c'est pas mal fini, là, tu sais, il n'y aura Ah pas oui. d'abandon mécanique pour Piastri, donc tu sais, pour moi, il va s'envoler avec le championnat. Puis non, vraiment pas. Puis je pense qu'il est déstabilisé parce que il est plus en pôle, parce que la Red Bull a été plus rapide, puis que là, Verstappen se sauvé en avant, puis que là, il a décidé, ah, faut que je trouve le moyen de combler le retard, puis là, il essayait d'en trop en faire, puis ça a amené à des accidents. Sauf que je pense encore qu'Oscar Piastri a des excellentes chances d'être titré. Moi, j'étais convaincu que McLaren allait se dire la personne qui est en avant au Mexique, au classement après le Mexique, on va se mettre derrière elle parce que Max est trop menaçant, il s'en vient vite. Mais là, ils sont égales. Honnêtement, c'est remis à la prochaine course, puis on verra. Pour moi, il n'y en a pas de favori en ce moment. Donc, on va attendre Sao Paulo, puis on verra comment ça se passe. Dans le fond, ceux qui sont le plus dans le trouble avec tout ça, avec cette histoire-là, c'est McLaren, comme tu dis. Parce que c'était une question Ah oui. c'est une question que je vous avais lancée il y a quelques semaines. Je dis, à quel moment qu'on prend la décision de trancher? Puis même Pascal, ça t'avait fait réagir. Tu m'avais envoyé un message Oui. personnel sur Messenger. Tu m'avais dit, ah, un peu trop tôt, mais j'irai à peu près. Tu avais quand même commencé à y penser, toi aussi, de ton côté, de dire, à un moment donné, il va falloir prioriser un pilote versus un autre. Toi, Simon, je me rappelle de ta réponse, tu n'étais pas nécessairement prêt à trancher encore. Ça prenait le temps, mais là, le temps pour nous égalait un plus gros écart au classement. On pensait que ça irait dans le côté de Piastri, puis qu'à la longue, ça se ferait de façon organique, que C'est l'écurie ça. orange papa n'aurait pas le choix de dire ah là, 45 points, 50 points d'écart, c'est terminé pour Norris, puis de lui faire comprendre facilement, de dire ben là, rentre dans les rangs, mon ami, puis il va derrière Oscar ou vice-versa. Puis comme tu dis, à un point, on peut même pas Ben, débuter la tu peux pas conversation aller sans voir se faire avoir. légitimement Mais non, Piastri puis dire écoute, il va falloir que tu te mettes derrière Norris, ça tiendrait non. pas debout, là. Je pense, ben, tu risques de te faire claquer une porte d'avoir un, Avec raison. ou d'avoir ton afficheur s'éliminer, le Mark Webber là, qui va t'appeler. Là. Ça risque, Oui, exact. ça risque d'arriver assez vite de ton côté. Ah, puis justement, Simon, tu as touché un peu notre prochain sujet en parlant un peu d'Oscar Piastri parce que par le fait même, dans la course au titre, ben, il est là. C'est lui qui était en parfait contrôle, on le disait. Ça a commencé à s'effriter pas à peu près. Il était sur une séquence, là, ça, si on parle dans le même mois, là, on dit qu'il a gagné 14 podiums lors des 16 premières courses de la saison. Après ça, il y a eu le fameux épisode à Monza. Puis après ça, c'est là que tout s'est écroulé. Là. Dans les derniers Grands Prix, a cédé l'avance de 34 points, on disait, suite à l'abandon de Norris aux Pays-Bas. Puis là, après ça, ben c'est pas facile. Il y a eu, il est rentré, il a pris le mur 2 fois dans le même week-end à Azerbaïdjan. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. On n'était pas habitué de voir ça nécessairement de sa part. Donc, ça m'a forcé à vous poser une question, à vous envoyer ça, puis à vous demander d'accord, pas d'accord. Est-ce que McLaren a brisé Oscar Piastri? Bien sûr, vous pouvez aller jusque-là si vous voulez. L'intention de ma question n'est pas de dire qu'il est brisé à tout jamais.
Je pense qu'Oscar Piastri a les outils pour se relever. Mais du moins, à court terme, ce qu'on a vu dans les 4 dernières courses, est-ce que ça se peut que McLaren est responsable de ce qu'on voit? Toi, de ton côté, tu n'étais pas d'accord avec ça, Simon. Tu penses que McLaren n'est pas nécessairement responsable d'avoir brisé Oscar Piastri. Donc, ça pourrait être simplement un passage normal pour un jeune pilote d'avoir à connaître des ennuis sur plusieurs week-ends de suite comme ça. Il n'est pas le premier à faire ça non plus. C'est ça, il a fait quelques erreurs, tu les as nommées. Les plus importantes, c'est Bakou, puis à Austin, départ de la course sprint, où il a essayé de trop en faire, là, tu sais, trop combler l'écart rapidement. Alors, c'est des erreurs de jeunesse, c'est sa troisième saison, première fois qu'il est dans une course au championnat. Il ne sera jamais aussi bien positionné, possiblement, là, avec juste un point de retard, 4 courses à faire. Pour moi, Oscar Piastri, il n'est pas brisé. Il a encore toutes les opportunités et il a en lui-même la force de caractère et les talents de pilote pour aller chercher ce championnat-là. Alors, let's go, il faut qu'il fonce. Et s'il prend la pole ou s'il se qualifie devant Norris au Brésil, on va tout oublier ça. Ton côté, Kevin, tu penses que Oscar Piastri est brisé et puis il a été brisé par McLaren, par sa propre écurie. Brisé, je dirais peut-être plus, Martin, fragilisé. Mhm. Fragilisé parce qu'on se rappelle, bon, à Monza, le fameux élément, est-ce que tu peux redonner la position à Norris, etc. Les fameuses règles orange papaye et tout ça, etc., etc. Et après ça, c'est là où ça a commencé à moins bien aller. Azerbaïdjan, on en a parlé. Après ça, Singapour, les États-Unis, Mexique. Euh, Fragilisé, je dirais que ce serait peut-être plus le terme, Martin, mais est-ce qu'il faut le compter pour battu? Non. Mais c'est juste que je trouve qu'avec tout, si on englobe tout ça ensemble dans le même panier, je trouve que depuis Monza, Piastri est un petit peu moins dans un bon état que Lando Norris. Est-ce que ça veut dire que Piastri n'a plus ses chances? Non, pas du tout. Bien au contraire, il est juste un point derrière. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas le négliger. Il va peut-être se remettre en selle et après ça, ça va repartir. Mais pour le moment, je trouve que du côté mental, ça semble un petit peu plus délicat. Comme Simon a dit, c'est un jeune pilote, période creuse. C'est comme ça peut arriver à tous les jeunes. Là, on l'a vu par le passé, c'est pas anodin. Mais je trouve que depuis Monza, il y a un petit quelque chose qui s'est effrité. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais dans la même école de pensée que McLaren a brisé Oscar Piastri. Peu importe le mot, Mhm. brisé, comme tu dis, fissuré. Tu avais dit qu'il y avait je pense que tu as écrit un article qui disait une fissure dans son armure, quelque chose comme ça. Ouais. Peu importe le terme qu'on utilise, moi, ce qui est important pour moi dans cette phrase-là, c'est le fait de mettre le blâme sur McLaren, parce que je pense qu'on a joué dans sa tête. On a joué dans la tête d'un jeune pilote qui était son plus bel outil, c'était sa confiance. On disait il semblait inébranlable, puis on a trouvé une façon de le rendre ébranlable. Moi, je pense que c'est tout le contraire de ce que l'écurie devrait faire. Tu ne devrais pas jouer dans la tête de tes pilotes, surtout pas qu'ils sont en train de disputer un titre de championnat du monde. Puis pourtant, je veux pas dire qu'on avait des mauvaises intentions. Je prête pas nécessairement, je tombe pas dans la théorie du favoritisme envers Lando Norris ou tout ça. Si on regarde ça d'un point de vue entièrement objectif, sans nécessairement décider qu'ils vont prendre un parti pris ou un autre. Je pense qu'en voulant justement dire nous on laisse courir nos pilotes, on s'interpose pas. Je me suis prononcé depuis plusieurs mois, puis je veux pas avoir l'air d'un CD qui saute, mais on a joué à Dieu du côté de McLaren. On a voulu essayer de tout contrôler puis de mettre ça plus beau que n'importe où ailleurs. On a voulu donner 2 livres ou imposer 2 livres de règlement à nos pilotes. Puis là, celui qui est un peu plus vieux, qui a un peu plus d'expérience, semble mieux réagir à tout ça. Puis il y en a un autre qui a l'air de commencer à se poser des questions lorsqu'il doit agir d'instinct. Puis ça, ce que ça a fait, ben, ça a fait une collision à Austin. Ça a fait aussi que, à travers des décisions, il perd un peu la confiance envers son écurie. Ça, je pense que c'est arrivé à Singapour. Donc, c'est beaucoup de petits résultats comme ça où ce qui font en sorte que, un, il réfléchit plus, moins confiance en ses moyens, moins confiance en son écurie, moins confiance en son ingénieur. Ça fait qu'il se pose des questions à l'intérieur de sa voiture, puis il n'est plus le Oscar Piastri qu'on a vu. Le Oscar Piastri qui était un talent indéniable, puis que sa force, c'était justement son temps de réaction, puis c'est son instinct, son agressivité aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il a perdu. Puis gagner un titre de champion du monde, peu importe à l'époque, sans agressivité, pour moi, c'est une tâche impossible. Puis j'ai envie de rajouter que si tu le fais, particulièrement en 2025, contre un gars qui s'appelle Max Verstappen, puis t'as pas cette agressivité-là, puis en plus, t'as ton coéquipier qui est mêlé à ça, que tu peux pas rien faire contre lui, il faut que tu prennes le temps de lire 2 livres de règlement avant de compléter un dépassement. C'est toute une recette pour que il arrive ce genre de situation-là. La seule affaire que j'aurais de la misère à trancher dans ce dossier-là, Kevin, c'est qu'est-ce qui l'a affecté le plus?
Monza ou Singapour? Singapour. Ah, Ah, ouais. C'est quand même une question assez intéressante. ouais, ben, Euh, j'entends Simon répondre, puis probablement Singapour aussi. Mais Monza, on a joué avec lui, avec l'histoire de la stratégie, on a utilisé, mhm, Ouais. faut que tu le remettes, tu dois quelque chose exact. à Lando. Ah, peut-être qu'à ce moment-là, c'était justifiable parce qu'il disait, ah, c'est vrai, j'en dois une. On a utilisé son côté, ses sentiments, son côté moral, sa loyauté. On a fait appel à sa fierté, à sa loyauté. Mhm. Puis après ça, bon, on lui a comme montré, ah, ta loyauté et ta fierté, on s'en fout un peu lorsque c'est l'autre côté de la médaille. Puis tu sais, je dis pas que le contact de Lando Norris, c'est si pire que ça, tout ça, mais dans sa perception à lui, on dirait que, tu sais, je t'avais dit, Kevin, après cette course-là, dans son monde à lui, puis Astrid, on dirait que tout s'écroulait, là. Tout s'écroulait autour de Mhm. lui. Ce qu'il a cru, ce qu'il a pensé, sur quoi il a misé, ben, ça venait d'y lâcher un peu dans ses mains. Donc, en tout cas, c'est ça. D'un bord ou l'autre, je pense que l'opinion à Simon est aussi bonne. Singapour, c'est probablement le point où ce que ça a cassé le plus, ou que là, vraiment, il s'est senti abandonné. Mais de ton côté, Pascal, toi, tu es persuadé que Oscar Piastri n'est pas brisé. Je sais pas si tu voulais dire sur du long terme, parce que bien sûr, il va rebondir, c'est ce que tu m'as écrit. Mais pour l'instant, là, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ou toi aussi, tu vas dans la même optique que Simon, que c'est plus une phase de développement qui traverse, une phase difficile. Il y en a qui ont ça au début de leur carrière, comme Antonelli, puis il y en a qui ont ça à leur troisième saison. Ça arrive, puis il faut qu'ils traversent ça. Je dirais que c'est un peu d'un mix des deux. Mettons, j'aime bien aimer le mot fragilisé de Kevin. Euh, Mettons qu'ils l'ont pas aidé ben ben. Mhm. Je pense pas qu'il soit brisé pour dire que cette année c'est fini, mais mettons qu'ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas ménagé. Non, ils n'ont pas fait ce qu'une équipe devrait faire. Non, Disons, non. puis encore là, pas des mauvaises intentions. Je pense qu'ils se sont brûlés à vouloir tellement tout mettre ça beau qu'à la place, ben, ils ont Ils se fait sont le fait contraire. avoir. Et ça, Ouais. ils l'ont exposé plus que le protégé. Puis eux autres, là, sont rendus exposés à travers là-dedans. Un qui est plus exposé du tout, en tout cas, c'est Max Verstappen, plus complexe. Lui, il est à la chasse. La chasse est commencée, Ben, puis tu sais, lui, il s'attendait à rien au début, fait qu'ils y ont c'est voyé pour ça. le fun. Puis là, il dit, ah, ben, si on est capable de faire de quoi, tant mieux. Puis vous avez vu sur le F1 Podcast, on a sorti une publication cette semaine qui montrait l'écart qui est en train de fondre, là, pas à peu près. Euh, si on résume ça un peu aux gens là, qui ne sont pas, qui nous suivent pas sur Facebook, mais on va les inviter à nous suivre quand même, là. Mais si on regarde aux Pays-Bas, ça c'était le retour de la pause d'été. Je me rappelle d'avoir eu énormément de conversations d'F1 pendant la pause d'été, puis il y a personne qui me disait Verstappen va être champion cette année. C'était pas des sujets de conversation. Il y avait beaucoup de Piastri et il y avait du Norris, mais disons que le clan Verstappen s'était calmé un petit peu, puis avec raison, il était à 104 points d'être à la tête. Donc 104 points, c'est raisonnable, c'est pas nécessairement pessimiste ou quoi que ce soit, c'est raisonnable de penser que quelqu'un est éliminé, même si on donne plus de points puis il restait des week-end sprint quand même. Donc 104 points de différence après le Grand Prix des Pays-Bas. Ça, c'est à la fin août. Ensuite, au début août, non, à la fin août, à la dernière journée du mois d'août, c'était le Grand Prix des Pays-Bas, donc à la fin août. 94 points après le Grand Prix d'Italie, donc celui de Monza. 69 points après Azerbaïdjan. 63 points après celui de Singapour. Singapour, là, c'est au début du mois d'octobre. C'est le mois qu'on est en ce moment, là. Donc, c'est Pas si loin, hein. pas si loin que ça, là. 63 points d'écart, encore là, c'est près de l'élimination parce que oui, l'écart réduit, mais le nombre de courses aussi en même temps. Ensuite, après le Grand Prix d'Austin, c'est 40. Puis là, maintenant, on en est à 36. 36 points. En tout cas, pour lui, quand on part de 104, on comprend qu'à 36, c'est possible d'y croire, puis surtout si on échappe la balle du côté de McLaren ou peu importe comment qu'on arrive. Donc, la question que je vous ai envoyée préalablement, c'est de savoir si Max Verstappen réussit à capturer son titre à Abu Dhabi à la fin de la saison. Est-ce que ça deviendra le plus gros accomplissement dans l'histoire de la Formule 1? Je sais que c'est pas évident. Je ne veux pas vous faire réécouter 75 ans d'histoire de F1. Je vais aller avec vos connaissances, de ce que vous avez vécu, de votre perception à vous. Cet accomplissement-là, est-ce que c'est le plus grand de tous les temps dans l'histoire de la Formule 1? Simon, tu n'étais pas d'accord avec ça. Toi, tu as dit que tu as répondu pas d'accord à cet énoncé-là. Pour toi, ce n'est pas le plus gros accomplissement ou le plus grand accomplissement dans l'histoire de la F1 s'il réussit à capturer le titre à Abu Dhabi au dernier Grand Prix de la scène. Ça va être par contre une des plus belles remontées de l'histoire, ça c'est certain. Puis même, honnêtement, juste de venir se joindre à la course au titre, comme tu l'as dit, c'est déjà immense, une immense remontée. Sauf que là, écoute, je vais aller loin là, dans mes connaissances historiques, mais je me suis adonné à regarder ça la semaine passée. Puis moi, quand j'ai grandi, j'ai toujours été un peu.
un peu fasciné par la saison 1964. Puis c'est John Surtees qui a fait une remontée super spectaculaire en fin de saison. Il n'était pas du tout dans la course au championnat. Puis là, la Ferrari est devenue bonne. Puis il est allé chipper le championnat au dernier tour du Grand Prix du Mexique, où se terminait la saison à ce moment-là. Alors, Verstappen va-t-il faire une remontée plus spectaculaire que Surtees en 64? Je ne suis pas capable de dire oui à ça, mais honnêtement, il serait probablement dans la discussion, c'est certain. Donc, tu accepterais de passer ça au conseil puis d'ouvrir la conversation là-dessus. C'est pas rejeté avant même que ça soit présenté. Pour toi, il y Non, a une non, c'est pas cause, là. rejeté, Ouais. absolument pas. Ça serait certainement une des remontées les plus spectaculaires s'il y arrive. C'est pas S'il y arrive certain. de ton côté, Pascal, toi, tu étais d'accord avec l'énoncé que si Max Verstappen capture le titre au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, pour toi, ça sera le plus gros accomplissement dans l'histoire de la F1, dans la perception que toi tu as. Ouais, parce que moi, mettons, ça fait peut-être 10 à 12 ans que je regarde la Formule 1 vraiment assidue. Fait que je suis pas très, très âgé non plus. Je n'ai que 35 ans. Donc, dans mes, dans mes années, moi, c'est pas mal ce que j'ai vu de si ça s'arrive. C'est ce que j'aurais vu jamais. Mais aussi, Rosberg Hamilton, j'avais bien aimé. Le fait que Rosberg ait pas brisé la dernière année avec Mercedes pour aller faire gagner. Mais sinon, ça va être un des plus beaux. Si Verstappen il remonte là, pour le vrai, pour moi, ça va être le plus beau. De ton Que je côté, connais. ouais, que tu connais. Non, puis c'est correct aussi parce qu'on a toutes, comme je l'ai dit, on a toutes des perceptions différentes du sport. Puis, tu sais, Simon apporte son point parce que lui aussi a une vision différente. Il y a des saisons qu'il a connues, qu'il a lues, qu'il a regardées, puis pour lui, cet accomplissement-là va devant ça. Chaque personne va avoir vraiment une interprétation différente avec ce qu'ils ont vécu comme saison. De ton côté, Kevin, tu es l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Tu te penches sur plusieurs saisons quand tu tires des analyses, même si tu les as pas vécues pour toi tu réussis à les intégrer un peu puis te créer une idée claire à travers tout ça. Mais l'accomplissement de Verstappen, tu serais d'accord avec cet énoncé-là que pour toi, ça serait la plus grosse, le plus gros accomplissement dans l'histoire de la F1. Oui, Martin, et du moins dans la Formule 1 moderne, c'est sûr qu'il y a eu énormément, comme Simon l'a dit, l'année 1964, ça a vraiment été exceptionnel. Puis si moi je retourne dans les années que j'ai vécues, on va s'en rappeler, messieurs, Kimi Raikkonen en 2007, face aux deux pilotes McLaren, notamment Alonso et Hamilton à l'époque, ça a été un beau retour de la part du Finlandais. Euh, ça va un petit peu dans le concept de Verstappen contre les deux McLaren. C'est pas un peu anodin, Puis les McLaren mais qui se diluent le titre qui entre se eux autres. dilue le titre. Je me trompe pas, Exactement. mais semble les points étaient pas mal égales aussi, Verstappen puis Raikkonen, hein? Ben, 109 du côté d'Hamilton, 110. Alonso, puis Ouais. 110 pour Raikkonen, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi, vite, vite comme ça, aussi une saison qui m'a fait beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, Martin, et ça, celle-là, je trouve que c'est une des plus belles, c'est Vettel en 2012. À un 2012. moment donné, je pense qu'il restait six grands prix à peu près à la saison. Il avait 40 points de Ouais, retard. c'est à la C'est- mi-saison. C'est ça qui est impressionnant parce que Ouais, ça montre que la F1 a changé. Puis bien sûr, il faut ouais. prendre en considération avec les changements les points qui sont attribués par les positions parce que dans le temps, lorsque tu terminais premier, tu n'avais pas 25 points. Donc ça, c'est sûr que ça change beaucoup, les courses sprint puis tout ça. Mais c'est Mhm. fou que la plus grosse remontée, ben, je veux pas dire la plus grosse remontée, mais quand tu vas dans des palmarès ou ce que les gens racontent, tu fais bien de la portée 2012, pas simplement pour la fin de la saison, mais pour l'ensemble, c'était une saison qui était très impressionnante. Il y avait trois pilotes aussi en catégorie pour être couronnés. Puis tu regardes la situation, tu te dis, ah, ça relevait de l'impossible d'avoir 40 quelques points de retard à la mi-saison. Puis là, ce qu'on vient de regarder ensemble tantôt, oui, tu sais, on sait qu'il y a plus de points en jeu, mais quand même, on vient de regarder tantôt, on dit qu'il y a un mois, Verstappen, c'était 63 Ouais. d'écart. Ça, on voit que le sport a changé, puis les accomplissements changent aussi, mais c'est vrai que c'est phénoménal ce que Verstappen est en train d'accomplir. Puis je vais vous dire, là, moi, je suis d'accord avec Kevin et Pascal. Donc, il y a juste Simon qu'on partage pas la même opinion, Vous puis c'est allez correct. casser le party. Ouais, non, mais c'est correct parce que tu apportes un point. Moi, je l'ai pas connue cette saison-là. Elle est dans le livre d'histoire, on peut la voir. Moi, pour moi, je vais pas apporter autant d'attention à ça, mais ça fait partie quand même des 75 ans d'histoire de la Formule 1. C'est quelque chose de grand. Toutes les remontées sont comptabilisées là-dedans lorsqu'on veut essayer de trancher. Puis moi, je pense qu'est-ce qui est pas honnête, la question que j'ai demandé, puis c'est moi le responsable là-dessus, je vais prendre le tort, c'est que je vous demande de vous projeter dans le futur et d'évaluer une saison ou d'évaluer des courses qui ne sont pas arrivées encore. Donc, si au Brésil, exemple, Verstappen, je pense pas qu'il va refaire ça, mais part, admettons, 12e et remporte la course,
Ça veut pas dire que Simon changera pas son opinion, puis il ne va pas dire, ben, avec ça, faire une remontée comme ça, lorsque tu te bats pour un titre, ça peut changer ma perception de ce que je viens de vous dire. C'est probablement le plus gros accomplissement. Si au dernier Grand Prix de la saison, sur le dernier tour, en espérant que c'est pas une histoire de voiture de sécurité, mais Verstappen rattrape les McLaren sur une stratégie différente, puis réussit à gagner la course, puis c'est ça que je veux dire, Simon, tu comprends où je veux aller, c'est que Oui, absolument. Oui, t'as oui. pas tout le portrait encore pour me dire, hey, ça, c'est la plus grande saison de l'histoire, c'est le plus gros accomplissement. Tu le sais pas, on les a pas vus, les courses. Non, non, mais ce qui est certain, c'est que accomplissement, je ne le sais pas, là, parce que tu sais, si on prend l'ensemble des carrières, il y en a qui ont eu des. Puis Verstappen est dans le lot, là, qui ont eu des immenses carrières, mais sur une saison, une remontée, c'est certain que c'est dans les meilleures remontées de l'histoire. Déjà, comme j'ai dit, qu'ils viennent se joindre à la course au titre, tu sais, ils méritent d'être dans la discussion. Ouais, il mérite d'être là. Ouais, non, je suis d'accord avec vous autres. Si on délaisse un peu la course au titre, parce qu'on va avoir plein d'autres semaines pour en parler, c'est loin d'être terminé, puis on espère justement avec un Grand Prix comme le Brésil qui avait été, c'était pas mal unanime hein, ici que ça devrait. On sait qu'il y a des circonstances qui font pourquoi que ça l'est pas. Avec le Brésil devrait être le dernier Grand Prix de l'année au calendrier. Donc, je pense qu'il n'y a pas un meilleur rendez-vous la semaine prochaine dans une course à trois. Puis je veux pas manquer de respect à George Russell, là. Si vous voulez m'envoyer un message, je vous dis, ah, Ben non, Russell il n'est n'est pas plus là. éliminé, mais en tout cas, il est pas éliminé, George, mais il est pas loin de Non, mais ça l'être. serait très surprenant, mettons. Ouais, ouais, exactement. Si on parle de remontée historique, là, Ça en serait Ça une. serait toute une. ça en serait tout, en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal il y a pas mal de monde, il faut qu'il échappe la balle si Russell veut être là-dedans. Ben oui, c'est pas pour manquer de respect, il est dans la course quand même, mais c'est vraiment une course à trois. C'est plus raisonnable de dire ça. De se transporter au Brésil, pour moi, je pense que c'est le scénario idéal. C'est, en plus, un week-end sprint avec beaucoup de points en jeu. J'ai vraiment l'impression qu'un des meilleurs week-ends de la saison. S'il faut que la température se mêle, puis qui dit Brésil, puis on devrait même pas mettre De François. les guillemets de François pour dire température au Brésil, parce que c'est probablement certain qu'il va y avoir un épisode de pluie, mais quand même, c'est vraiment un bel endroit pour s'en aller là-bas. Autre nouvelle qui a sorti, qui attire l'attention, ben on va parler des recrues. Parce que oui, il y en a eu plusieurs qui ont disputé la EL1 du côté du Mexique. Certains d'entre vous ont pris le temps, ont regardé un petit peu ça, avaient des opinions face à ça. On a aussi des recrues qui sont sur la grille. C'est ça qui est autant impressionnant de cette saison-là de F1, c'est que normalement, on en a un. Des fois deux. On a eu l'épisode en 2019 où on avait trois recrues, mais c'était pas les trois qui nécessairement retenaient l'attention. Mais là, on en a plusieurs, puis ils le font bien. Donc, on va pouvoir parler de ça aussi. Mais avant qu'on se lance là-dedans, plus précisément chez les recrues, ben, du côté d'Alpine, on a décidé qu'on allait poursuivre l'aventure Franco Colapinto. On pouvait pas faire un épisode du F1 podcast sans parler de lui. Mais là, on va continuer du côté d'Alpine. La confirmation va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. On s'en va du côté du Brésil. C'est l'endroit sur le calendrier qui est le plus près de l'Argentine. Donc, côté marketing, c'est normal d'aller procéder à une annonce là-bas. On avait Paul Aaron au cours du week-end au Mexique. Est-ce qu'on a vu quelque chose chez lui? Ou plutôt, on n'a pas vu quelque chose chez lui qui nous a fait du côté d'Alpine se retourner vers Franco Colapinto et dire on va poursuivre une autre saison avec toi. Pour l'instant, il est venu en remplacement de Jack Doohan. Jack Doohan avait marqué 0 point pour Alpine en tant que coéquipier de Pierre Gasly. On est rendu, je ne sais pas combien de courses plus tard, mais au moins 15 courses plus tard, 16 courses plus tard, puis le compteur n'a pas monté là, du côté des deuxièmes pilotes. Le compteur est toujours à zéro. Franco Colapinto a accumulé aucun point depuis qu'il est arrivé chez Alpine. Les seuls points qu'il a accumulés en carrière étaient du côté de Williams. La question que je vous ai demandé, d'accord ou pas d'accord, Franco Colapinto était la meilleure option pour Alpine. De ton côté, Kevin, tu as répondu que oui. Tu étais d'accord avec ça. Il n'y avait pas d'autre option présentement sur le marché ou à venir sur le marché qui aurait pu aider Alpine à avoir un meilleur duo de pilote pour l'an prochain, qui est un passage Mercedes. Hein. C'est ça qui est incroyable de dire on va rentrer dans l'aventure propulsée par Mercedes, puis ça va être Franco Colapinto qui va être là, qui va être notre deuxième pilote pour nous donner un compte-rendu de comment la voiture va. En espérant que Franco ne se retrouve pas dans les barrières aussi souvent. Mais je pense que Colapinto s'est bien amélioré depuis plusieurs courses. On le voit, Martin, messieurs, devant Gasly, quand même C'est vrai. assez fréquemment, là, dernièrement. Là, il fait pas mauvais, c'est sûr. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse un top 10, là. On va être réaliste là-dessus. Mais je trouve que Franco Colapinto démontre quelque chose de mieux en qualification. Peut-être qu'on a vu quelque chose avec Paul Aaron qu'on n'était pas nécessairement très confiant ou qu'on s'est dit, bon,
niveau marketing, c'est sûr que Colapinto, l'Argentine, l'Amérique du Sud, c'est sûr que ça, c'est un gros atout pour Alpine. Ça, la plupart sont tous au courant de ça. Donc là, il prend de l'expérience, oui. Gasly, c'est un pilote qui est bien établi. On voit que Colapinto commence à se rapprocher de lui, parfois plus rapide. Donc, je pense que ça va aller dans la continuité. Moi, personnellement, j'aurais aimé voir Aaron euh, essayer de voir qu'est-ce qu'il vaut par rapport à Gasly, mais Colapinto, c'est dans la continuité. Donc, moi, je trouve que c'est la meilleure option, autant au niveau stabilité que du niveau marketing. De ton côté, Simon, si on change ton nom Simon pour Flavio Bachan, tu aurais quand même été du côté de Franco Colapinto pour ta prochaine saison. Ton passage à la nouvelle réglementation et ton nouveau partenariat avec Mercedes, ton duo, c'est Gasly Colapinto. Oui, exactement. Kevin l'a très bien dit, là, Colapinto fait mieux depuis quelques Grands Prix. Il y a eu un petit passage où il n'a pas respecté la consigne d'équipe. Je pense qu'il a compris le message. Moi, je pense qu'il a Euh, gagné des points, là, Simon. C'est ben, drôle, à hein? quelque part, je pense que oui. Ouais, Oui, moi dans mon oui. livre, il Ouais. en a gagné. Flavio, il a dit qu'il était vraiment pas content, mais tu sais, des fois, je me rappelle de l'épisode de Christian Horner qui appelle Liam Lawson au bureau du directeur pour lui dire que c'est pas correct ce que tu as fait à Sergio Perez, mais passe l'autre côté, tu vas signer ton contrat, puis on va prendre des photos de toi pour l'an prochain. C'est ça. C'était un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé. Ça a été un copier-coller dans le cas de Colapinto. On lui a dit, ah, ça marche pas comme ça, tu fais pas ça, pas ça. Ah, en passant ton contrat, ils viennent de finir d'imprimer, il fait juste signer en bas. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Excuse-moi, tu continues, je voulais juste faire la parenthèse. Absolument. Puis je pense pas que ça lui a entièrement nuit. On lui a juste dit, écoute, essaye d'écouter les consignes là, tu sais, dans le Mhm. futur, mais sinon, tu sais, on va te garder, puis tiens, voilà ton contrat. Non, et je pense surtout que Flavio a bien compris qu'il faut bâtir autour de Gasly. Hein, bâti autour de Gasly, puis c'est ça qu'il a toujours fait, de réatteler les équipes à un grand pilote. Puis là, tu as un deuxième pilote qui est pas mauvais, qui est tout à fait honnête, qui va faire sa part. Puis si la voiture va bien, il va aller récolter des points. Et puis, il y aura toujours le loisir de changer l'année prochaine si ça ne fait pas, mais il n'y avait pas vraiment d'autres options non plus. Fait que dans ce cas-là, Colapinto méritait de rester. De ton côté, Pascal, toi, t'étais pas d'accord avec ça. Tu penses qu'il y avait des meilleures options présentement ou qui seraient disponibles sur le marché pour Alpine. Je pense que tu es d'accord avec un commentaire, un bon vieux commentaire d'un gars, le Martin Simon avec un C du F1 Podcast, qui a déjà dit que pour lui, il ramènerait le duo Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, que c'était la meilleure option possible pour Alpine. Est-ce que tu étais d'accord avec ça, toi, ce côté-là? Tu vas dans la même optique que on aurait dû patienter ou s'informer pour aller chercher les services de Yuki Tsunoda et refaire le duo AlphaTauri. Ouais, c'était un duo Ouais, AlphaTauri. AlphaTauri, ouais. Ouais. Ben, oui, justement, du fait qu'ils ont déjà travaillé ensemble, il y a déjà une petite chimie qui s'est installée. Puis, tu sais, Yuki, on ne sait pas, peut-être qu'il est signé encore chez Red Bull ou Racing Bull, on ne sait pas, mais s'il ne l'est pas, moi, je me penché plus pour un gars comme Yuki qui n'est pas flamboyant, mais qui a un petit peu plus d'expérience que Franco. Côté monétaire, d'après moi, Franco en amène plus que Yuki, ça c'est sûr. Mais j'aurais Hmm, peut-être gratté un peu du côté de Yuki avant de ouais. signer vite vite. C'est dur à dire hein, avec le Japon puis tout. Puis Yuki il est pas signé l'an prochain. Il n'y a pas de. Non, c'est ça, il n'y a rien de C'est ça. conclu encore. Fait que j'aurais peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on est allé voir, puis c'est signé par la bande, puis on n'a pas entendu parler encore, mais Ben, j'aurais essayé de gratter un peu. pour vrai, moi je pense que c'est pas tout le monde qui aime Yuki Tsunoda. Moi, je ne l'ai pas. Non, 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 mais je veux dire, dans les paddocks, parce que regarde, même Red Bull, ça a été long avant qu'on Ouais, décide de l'essayer. On voulait rien savoir, même pas d'essai. Est-ce que Flavio fait partie de l'école que pour lui, il n'y a peut-être. rien, tu sais, il y a rien à aller chercher sur un Yuki Tsunoda? Je regarde des fois un peu comment Dr. Marco regardait Yuki au début de sa carrière, ou même des fois comment il le regarde. Ben, ça lui était imposé Bon, un peu ben par lui, il regarde Honda. tout le monde, puis il a tout le temps l'air bête. Fait que ça, c'est pas Non, une ouais, ouais, réponse. je suis d'accord de ce côté-là. Mais je veux dire, j'ai pas l'impression que, tu sais, les commentaires, pis tout ça, que il se les fait imposer par Honda, puis j'ai l'impression que Flavio Ouais. veut juste pas l'avoir. Mais moi, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis c'est quelque chose que j'ai mentionné souvent. Moi, pour moi, la meilleure option, c'est pas Colapinto. Autant que j'aime prononcer son nom, j'aurais pu le sortir comme pilote de réserve de temps en temps, le mentionner quand même. Tu sais, la simulation des Alpines a été faite par Franco Ouais, Colapinto. c'est ça. Tu sais, on Je aurait dis pu pas que faire ça. Yuki, c'est un pilote flamboyant qui va te ramasser des points toutes les fois, mais j'aurais essayé le gosson. Oui, puis de ramener le bon vieux U-Kick du Ouais, caractère, tout ça, là, je trouve qu'il s'est éteint un peu chez Red Bull. Hein. Il a voulu rentrer dans les rangs, faire pas trop de vagues. ouais. Des fois, c'est peut-être un gars, justement, qui a besoin d'un peu plus d'émotion au circuit pour Parce être qu'il capable faisait de... bien chez Racing Bull au début de l'année avant d'être changé.
Oui, il faisait bien. Il a toujours Oui. bien fait. Je m'attendais qu'il réponde mieux, là, mais de ton côté, hey, écoute, je veux pas vous mettre dans une mauvaise position, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a regardé les essais libres un vendredi, avec des recrues. C'est pas tout le monde qui a fait ça. Mais pensez-vous que Aaron, sa performance a justifié le fait qu'on a décidé de dire de ne pas aller vers là. Tu sais, il était quand même 15e. C'est dur là, de comparer avec d'autres pilotes, mais à quel point, là, Simon, je sais que tu n'as pas nécessairement vu la L1, mais à quel point tu penses que le fait qu'on l'a vu à Aaron en fin de semaine, ça l'a aidé Alpine à prendre sa décision? Un peu comme je disais, on a vu quelque chose où justement on n'a pas vu ce qu'on voulait voir, puis on a décidé de dire je continue avec Colapinto. Penses-tu que que c'est pas un hasard ou que plutôt que c'est un hasard que c'est en fin de semaine qu'on a un peu eu notre dernière réponse qu'on attendait? Là? Ah ben, je pense que si Aaron avait tout cassé, la réflexion aurait été plus longue. Je pense que Flavio est bon en marketing aussi. À quelque part, je me demande si justement il n'a pas amené le nom de Paul Aaron en disant, gars, je vais braquer le projecteur là, pendant une EL1 où personne ne regarde rien là, sur ma voiture. Là, puis les gens vont dire, ah, c'est le test pour Paul Aaron, puis on va suivre la Alpine, puis les commanditaires vont être contents. Puis après coup, je vais dire, ben désolé, Paul, mais je reste avec Colapinto. Je me demande s'il n'y a pas un peu de prévision, tu sais, ou C'est c'est arrangé là, pour qu'on soit curieux à propos de lui, là. C'est drôle qu'est-ce que tu dis parce que j'avais une conversation avec notre collaborateur François Goulet qui pouvait pas être là aujourd'hui Mhm. parce qu'il y a un patron super sévère dans son écurie de course Ouais, c'est ça. qui le force qui le force à courir les Qui est en jeudis là. course en ce moment, Ouais, même. ouais, je peux pas nommer le nom de son patron, je voudrais pas le mettre dans le trouble, Non, ben non, ben non. mais il y a un prénom, deux noms de famille. On y parle des fois ici au podcast. Il est signaleur. Il y a des photos sur Internet avec des drapeaux des mains. En tout Ouais, cas, c'est ça. tout ça pour dire, François Goulet pourrait pas être avec nous aujourd'hui, mais j'ai quand même fait un petit questionnaire avec lui ce matin. On jasait de ça. Quand on a parlé de Paul Aaron, j'avais un côté marketing aussi que j'ai amené comme opinion. Puis c'est un peu comme toi, Simon, mais je le voyais d'une autre façon. Je disais que Flavio a probablement amené Aaron en fin de semaine. Puis de l'autre côté, dans le clan Colapinto, on est allé chercher des chèques pendant ce temps-là qu'on Ah, a mis possible. justement au-dessus du nez de Flavio en disant comme Ah, Aaron, il fait un test présentement. Peu importe le chrono que tu vois, regarde les dollars que nous, on peut te donner. Ça se peut, ça. Ah Puis, oui, ça se peut. c'est là que ça a fait. Tu sais, puis c'était pas fou du côté d'Alpine aussi de dire oh, on va mettre quelqu'un dans le banc parce que pendant ce temps-là, ça fait monter l'enchère. Puis là, le clan Colapinto sent peut-être la soupe chaude. Puis là, on se dit ah, ben là, il faut aller chercher des dollars parce qu'on va perdre notre poste, parce qu'on n'a pas de résultat en piste, on n'a pas marqué de points. Donc, comme tu dis, le côté marketing de Flavio, je pense qu'il n'en est pas étranger, mais je le voyais de l'autre côté, moi, qu'on a essayé de monter, de bonifier l'offre Colapinto, justement, en mettant un gars comme Aaron, mettant un peu de pression. Puis il n'a pas nécessairement répondu, lui, du côté de ses statistiques. Ton bord, Kevin, je sais que tu l'as regardé un peu la L1, tu as porté un peu attention à ça. Aaron n'en a pas fait assez. Puis encore là, c'est pas honnête d'évaluer la carrière d'un pilote sur une période d'essai libre un matin comme ça au Mexique, dans une Alpine en plus, mais il n'a pas frappé le coup de circuit qu'il se devait de frapper. Non, c'est ça, effectivement, il n'a pas frappé le fameux coup de circuit. C'est sûr que on s'entend, c'est l'Alpine aussi. Ça a quand même, il y a plusieurs recrues également derrière lui, mais on va s'entendre qu'il y a quand même un certain Arvid Lindblad qui a très bien fait au volant de la Red Bull. On va y en Mais venir parlons-en. rapidement. Mais Ben parlons-en oui, d'Arvid Lindblad. Ça me dérange pas d'enchaîner là, Kevin, parce que ben oui, je vas-y. pense qu'il a très bien fait. Lindblad, il a laissé une belle carte de visite. Ce qui est pas vraiment adéquat présentement, c'est plus son classement en F2, même si c'est pas une Mhm. critique, c'est normal, c'est une période d'adaptation. C'est un pilote qui est très jeune, un pilote d'exception. On a réussi à avoir une super licence pour lui, malgré qu'il vienne à peine d'avoir 18 ans. Il a eu ça au mois d'août. Il a bien Mhm. fait dans les séances d'essai libre. Il était dans la voiture de Max Verstappen. Certains diront que ça l'a aidé à devancer Tsunoda. Bah, je pense, on s'entend que la voiture de Verstappen, même si les réglages sont peut-être plus à point, puis qu'on a continué de développer la voiture avec raison et dans une course au titre, faut quand même être capable de la garder en piste, puis d'être capable de monter les pneus en température. Puis il y a un certain stress qui vient relié à ça, parce que lorsque tu conduis la voiture d'un quadruple champion, en course au titre, tu peux pas te permettre d'aller la détruire dans un mur, là, un peu comme Non. Kimi Antonelli avait fait en essai libre à Ouais. Monza. Là. Tu peux pas Ouais. démolir tu peux jamais démolir la voiture d'un pilote de l'écurie, mais encore moins un gars dans une course au titre. Je pense que Lindblad, malgré tout ça, il a super bien répondu. Mais j'ai quand même la question qui me vient, puis je pense qu'elle est importante pour son développement. Tu vas commencer, Kevin. Arvid Mhm. Lindblad devrait poursuivre son développement en Formule 2 l'an prochain. D'accord ou pas d'accord? Malgré que tu as été impressionné par sa EL1 au Mexique, tu es quand même Mhm. d'accord avec ça, toi qui dois retourner faire ses classes pour une autre saison. Oui, parce que je trouve, je suis beaucoup la saison de Formule 2, Martin.
il a des beaux flashs. Oui, il y a des beaux flashs, mais c'est la constance. Mhm. C'est la constance en F2 qui manque encore un petit peu. Il est septième du classement général. Euh, je trouve que pour peaufiner le pilote, pour le perfectionner encore plus, pour le polir le diamant brut, si je peux dire, lui faire une deuxième saison de Formule 2, ça serait pas trop. Ça Mhm. serait pas trop. Quitte à si jamais on va mettre des parenthèses, on place Adjar chez Red Bull. Il n'y a rien qui empêche de mettre Tsunoda aux côtés de Lawson chez Racing Bulls pour qu'après ça, Lindblad continue à faire ses rangs. Admettons, on lance ça dans les airs. Et après ça, à un moment donné, pas 2026, mais 2027, on décide de titulariser Lindblad chez Racing Bulls pour 2027. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose de lui laisser le temps nécessaire pour son apprentissage en Formule 2. Puis on fait quoi avec Monsieur Dunn? Parce que lui, il a laissé son contrat chez McLaren, là. Oui. Le pilote Hmm. irlandais, Mhm. qui pourrait être l'option de dire on sacrifie pas Lindblad chez Red Bull, on le laisse en bas. Tsunoda, parce que moi, ce qui me dérange, c'est on n'arrête pas de marteler, c'est une écurie de développement. Puis c'est la phrase du docteur Marco. Puis là, qu'il s'est débarrassé, ou du moins qu'on lui a enlevé Christian Horner d'impact, lui, il veut marteler ça. Puis il dit toujours que c'est les directives qui partent d'en haut de chez Red Bull. Faut qu'on développe, faut qu'on développe. Mais un pilote qui a plus que 100 grands prix en carrière, qui fonctionne pas dans ton écurie principale, que tu retournes dans ton écurie de développement, ça va à contresens Oui. du message que tu veux véhiculer. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficulté à voir Tsunoda retourner chez Racing Bulls. Puis je comprends ton idée de dire on n'est pas obligé de le sacrifier complètement. Il n'y a pas d'autre option, il ne peut pas se sauver. Je pense pas qu'il va cracher sur une autre saison en Formule 1, peu importe dans Mhm. quel uniforme Mhm. on le met. Sauf que je me dis à quel point c'est pertinent d'empêcher l'opportunité de développer un pilote, de prendre une analyse sur lui lorsqu'on sait que c'est déjà terminé pour Tsunoda. Ce côté-là, moi, il me dérange un peu plus. C'est pour ça que le fait de Dunn qui a rentré dans l'équation, qui n'a pas laissé son volant chez McLaren pour rien. Techniquement, la porte vient de se fermer pour lui s'il pensait en avoir une chez Alpine. Donc, je vois. Il y a quelque chose qui se trame chez Racing Bulls. Puis peut-être qu'on voudrait justement protéger Lindblad, dire on va le renvoyer une autre saison pour se perfectionner là, en bas. Ton côté, Simon, toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu penses que Lindblad doit monter l'an prochain et doit saisir une opportunité chez Racing Bulls, qu'on puisse déjà savoir ce qu'il a en lui, là. Ouais, ben Racing Bull, tu l'as bien dit, c'est leur marque de commerce. Puis tout l'empire Red Bull en F1, de toute façon, on amène des gens très jeunes. Et là, on espère qu'ils soient des super vedettes. Puis si c'est le cas, ils montent dans la grande écurie, puis ils gagnent multiples championnats. Alors, dans cette optique-là, tu sais, je pense que de faire monter Lindblad en Formule 1 dès l'année prochaine, ça rentre dans le moule. Euh, Par contre, puis en plus de ça, j'adhère à ce que tu as dit. Tu sais, Tsunoda, ça fait longtemps qu'il est là. On le sait ce qu'il va te donner. Il a eu sa chance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est juste que je pense que le plafond, il est trop bas, malheureusement pour lui. Là, il perd le soutien de Honda. Donc, j'ai de la misère à le voir en F1, moi, l'an prochain. Là. Mais c'est pas une critique envers ses qualités de pilote. Quoi qu'on le sait qu'il n'est pas des meilleurs. Euh, je peux pas le voir, bref, Tsunoda revenir à Racing Bull. Puis Moi comme non la plus. Racing Bull est facile à piloter, puis là, je vais prendre pour acquis que ça va être le cas l'année prochaine aussi, ben justement, tu sais, ça peut être la meilleure porte d'entrée possible pour un pilote qui manque de constance en F2. Mais c'est ça qu'on disait de Kimi Antonelli l'année passée, puis il est passé en F1 chez Mercedes dans une situation bien plus difficile. Puis même s'il y a eu beaucoup de difficultés, il va quand même passer au travers de sa première saison de Formule 1 bientôt. Puis je suis sûr qu'il a appris bien plus que s'il était resté en Formule 2. Fait que dans cette optique-là, moi, je vois très bien Hadjar monter chez Red Bull, puis faire une place à Arvid Lindblad chez Racing Bull, puis j'espère qu'on va garder Lawson à côté de lui. Moi, c'est ce bout-là qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que autant qu'on fait beaucoup pour le développement des pilotes du côté de Red Bull, on le fait pas de la même manière que Mercedes. Puis les jeunes aujourd'hui ont peut-être besoin d'une approche un peu différente que celle du docteur Marco a. Tu voudrais peut-être actualiser ça de ce côté-là. Ce qui me fait peur, c'est le compte-rendu de Kevin. C'est un gars rapide, Lindblad, ça c'est la meilleure qualité que tu peux avoir en Formule 1. Sauf que la vitesse va t'emmener en F1, sauf que la constance va te faire perdre ton poste en F1. Le manque de constance plutôt. C'est autant que il y en a un qui va t'aider à avoir l'emploi, mais si tu n'es pas capable de saisir l'autre, c'est lui qui va te faire perdre ton emploi. Donc, ce côté-là, j'ai peur qu'il se brûle s'il n'est pas capable d'avoir cette constance-là en F1. Ben, on a vu que les jeunes présentement sont capables de l'avoir, mais Hadjar a quand même été plus loin dans sa saison de F2. Berman, ben, il en a fait un petit peu plus, mais il a quand même eu un essai en Formule 1 pour travailler ce qu'il avait besoin. En tout cas, c'est du cas par cas, mais ton côté, toi, Pascal, tu es d'accord avec Kevin, puis moi, je suis un peu entre les deux, je fais la girouette, de savoir est-ce qu'on poursuit Lindblad en F1 l'an prochain ou on continue sa saison en Formule 2. Toi, pour toi, tu le laisses en Formule 2, là.
Ouais, j'y donnerais une autre saison à F2. De toute façon, d'après moi, l'année prochaine, chez Red Bull puis chez Racing Bull, ça va être statu quo. Ben, moi, ça va rester comme ça. Je pense pas qu'il y a rien qui va changer pour Tu l'année penses que prochaine. Tsunoda reste chez Red Bull? Ah, j'ai un feeling. Je pense que oui. Ah ouais, oh boy. Ouais, OK. ouais. Eh bien, écoute, t'es pas loin parce que il était supposé, tu te rappelles, le Dr. Marco, puis on avait même publié sur F1 Podcast, ça faisait un peu aller la trappe, il le fait souvent, là, mais c'est toujours pertinent, par exemple, il dit pas n'importe quoi. Il a dit, nous, au mois d'octobre, on va donner notre réponse, on a jusqu'au mois d'octobre pour donner notre réponse. Puis là, tout d'un coup, il dit, C'est pas mal demain, là. ouais, ça, c'est ça. Ils ont dit qu'ils Exactement. reportaient ça à la fin de l'année, là. Oui, c'est ça. Là, ils ont dit qu'ils reportent ça à la fin d'année parce qu'ils sont dans une course au titre et ils veulent pas de distraction. Ouais. Moi, je pense que c'est ça ma lection. On s'attendait Ils pas à être veulent dans pas une un course. Tsunoda qui a plus rien à perdre puis qui se fout de ce qui se passe chez Red Bull. Exact. On veut laisser miroiter qu'il y a encore une chance. Fait que, C'est ça. en tout cas, j'ai pas eu besoin d'expliquer plus longtemps, les gars. Vous avez compris où je voulais en venir avec ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui a changé la perspective. C'est pour ça que le Tuneco, on parle plus. On n'a pas réussi. On n'est pas obligé de rien dire. Mais t'as raison. Ben, il y a encore une chance de se faire valoir. C'est peut-être ça qu'on lui laisse, en tout cas. Tout ça pour dire, messieurs, ça a été un plaisir, encore une fois, de vous avoir. Pascal Loyer-Durand, signaleur, membre de l'ASRQ. Ben, qui sera de retour la saison prochaine au Grand Prix du Canada. À Miami, peut-être d'autres parcours qui s'en viennent. On va sauter Miami cette année parce qu'on pense aller au Le Mans en 2027, faire le Le Mans. Oh, wow, c'est beau Fait ça. que c'est Wow, oui, c'est oui. un autre montant. Fait on va aller à Toronto encore faire l'IndyCar l'année prochaine. À Montréal, c'est sûr, puis partout au Québec, c'est officiel. Ah, ben tant mieux, ça c'est des bonnes nouvelles. Puis de toute façon, c'est pas ta dernière fois, c'est sûr qu'on va te réinviter. Tu es un ami, un fier collaborateur du F1 Podcast. Puis tu représentes les couleurs, c'est ta voiture de course en plus. Puis Yes. c'est ça, donc la team FSR, pour les gens qui veulent vous écouter là, ben, vous pouvez aussi sur Facebook, c'est plus facile, après ça, on a toute l'horaire des courses. Donc Team FSR. Kevin Fontaine, l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, notre collaborateur du lundi, ça a été un plaisir encore une fois. Ton livre est en vente dans plein de librairies partout à travers le Québec. Sinon, les gens peuvent communiquer avec le F1 Podcast. Ça va nous faire plaisir d'acheminer. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir, Martin. Messieurs, c'était un grand plaisir. Simon Bachand, notre ami au F1 Podcast, collaborateur, ton livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque, en vente dans pratiquement toutes les mêmes librairies que Kevin. Vous avez des questions, juste à nous écrire au F1 Podcast. Ça va nous faire plaisir de vous acheminer les bonnes informations et de vous envoyer au bon point de vente. Simon, encore une fois, un gros Merci. merci. Je te souhaite une excellente fin de semaine et une bonne fin de saison. On va se reparler d'ici là. Ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Super. Merci à vous autres, les boys. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 31 octobre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances de qualification de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn, ainsi que Instagram, et vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.